On va revenir un peu sur la position et la stratégie du Rassemblement national durant l'examen de cette première partie. Le Rassemblement national qui essaie depuis pas mal de temps de se montrer un visage beaucoup plus pro-business que ce qu'il n'avait avant. Le vote populaire est acquis. Il essaie de séduire dorénavant les chefs d'entreprise. J'en ai deux là autour de la table. Donc d'un côté, il y a un message de baisse d'impôts, suppression des impôts de production, notamment suppression de la CVAE. De l'autre côté, on a eu des votes entre le Rassemblement national et la France insoumise, comme sur cette taxe sur les multinationales, 26 milliards d'euros. On a l'impression que quand c'est gros, on taxe, mais que le petit patron de PME, il faut, lui, le préserver, c'est-à-dire un fonds, en fait, assez poujadiste. Oui, il y a un fonds aux origines du Rassemblement national. Léonidas. Non, je pense qu'il y a effectivement ce fonds qui essaie d'être structuré, d'être argumenté, avec à la fois protéger les petits par rapport aux gros et protéger les entrepreneurs français par rapport aux internationaux. Cela dit, sur la taxe sur les multinationales, ils ont instauré une taxe sur nos multinationales également. Oui. Donc ce n'est pas comme si la ligne était pure, loin s'en faut. Et ensuite, j'entends également, et j'y assiste, à quel point il y a des divisions au sein du Rassemblement national sur une ligne pro-business ou une ligne pro-sociale qui est finalement... qu'on pourrait résumer entre une ligne Marine Le Pen ou une ligne Jordan Bardella. Absolument, et qui n'a manifestement pas du tout été arbitrée, qui est de surcroît biaisée par des positions plus tactiques d'un point de vue politique dans l'hémicycle, où on voit le Rassemblement national rattraper au vol des amendements auxquels le Parti socialiste a renoncé manifestement à la suite d'accords avec le gouvernement. Donc il les rattrape au vol pour mettre le Parti socialiste et finalement ce bloc majoritaire dans l'embarras, et il les fait adopter avec des voix de LFI. Donc tout ça est totalement illisible. Je ne sais pas qui est capable aujourd'hui de lire cette ligne, et quand je vois les efforts désespérés d'un certain nombre de porte-voix du Rassemblement national pour essayer de tracer une cohérence dans tout ça, je pense qu'il devrait y renoncer, parce que c'est encore plus illisible après. Illisible ou attrape tout ? Est-ce que c'est pas un moyen aussi de ratisser large, un peu des deux côtés de la pièce, si je puis dire, Denis Père ? Oui, probablement. Il y a clairement deux camps. Oui, il y a le camp Bardella qui est un peu plus libéral et le camp Marine Le Pen qui l'est moins. Mais même Jordan Bardella a été un tout petit peu décevant là, ces derniers jours, quand il a soutenu effectivement la fameuse taxe sur le patrimoine improductif, la taxation des actions comme quelque chose d'improductif, ce qui paraît surréaliste. Pourtant, jusque-là... Il explique que la richesse financière est improductive, effectivement. Enfin, il faut quand même de la finance pour la richesse, créer la richesse. Ce qui est quand même assez surprenant. Oui. Et effectivement, et heureusement qu'il y a quelque part aussi un peu ce groupuscule UDR là, qui amène un petit peu de libéralisme et un peu moins d'étatisme à l'extrême droite, avec les équipes de Ciotti. Il y a un député qui est assez remarquable, qui s'appelle Géraud Verny, que vous avez peut-être entendu ces derniers jours, député de Bourgoin-Jallieu, je crois, de la région de Lyon, chef d'entreprise, qui a tenu des discours qui étaient extrêmement pragmatiques, réalistes, courageux, mais ils sont assez peu nombreux, effectivement, à l'extrême droite, à tenir ce type de discours. Donc c'est un petit peu dommage et c'est assez inquiétant, oui. Marcus, comment ça se passe en Allemagne ? Quelle est la position économique de l'extrême droite allemande ? Écoutez, l'extrême droite en Allemagne est un tout petit peu, ressemble un peu à l'extrême droite en France. C'est un parti de protestation, c'est un parti qui a grandi dans la protestation contre l'immigration absolument pas contrôlée, c'est leur fonds de commerce, et l'extrême droite, comme la droite en général, est antilibérale. La droite a des problèmes avec les idées libérales, et l'extrême droite est carrément antilibérale. Alors, quant aux propositions qu'on fait, par exemple, en matière de réforme des systèmes sociaux, de temps en temps, on a du mal à croire leur discours. Aujourd'hui, les pensions, essayer de payer aux pensionnaires, aux retraités, 48% de son dernier salaire net. Alors, pour garantir cela, pour stabiliser cela à long terme, moyen terme, le contribuable, dans le budget actuel de l'État, fait une contribution de 120 milliards en plus. C'est-à-dire le contribuable, de par ses impôts, alimente celles et ceux qui touchent la retraite. L'AfD souhaite augmenter le niveau de 48% à 70%. Ah oui. Ça fait exploser le budget. C'est-à-dire, ce sont des mouvements de conquête de pouvoir, mais ce ne sont pas des partis de gouvernement. Nous aurons donc l'année prochaine en Allemagne une bonne série d'élections régionales, test pour le chancelier et sa coalition. Le mécontentement est général.
je ne dirais pas que je souhaite que l'extrême droite arrive dans certaines régions au pouvoir, mais si jamais elle arrive au pouvoir, les citoyens vont être très rapidement désillusionnés par la qualité ou le manque de qualité de ceux qui vont gouverner. Ça, c'est d'ailleurs le coût de la démocratie. Nous avons eu l'expériment des Verts pendant 3 années au pouvoir. Au début, les milieux d'affaires ont dit, mais écoutez, c'est une catastrophe, puis ils sont adaptés. Et j'ai dit, écoutez, en démocratie, il faut supporter ces frais. Ces frais sont énormes, désindustrialisation partielle de l'Allemagne, mais je dirais, la démocratie, c'est quand même la forme d'État où on peut choisir un autre gouvernement sans violence. C'est vrai. C'est préférable. Non, mais que l'on soit effectivement prêt à accepter les hauts et les bas de la démocratie, je pense qu'on l'est tous. Cela dit, il faut quand même un peu de cohérence. Et il est vrai que dans une équation économique, le fait que le Rassemblement national campe sur sa position d'une retraite, de retour d'une retraite à 62 ans, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Il y a un moment donné où on ne peut pas juste soumettre à la démocratie la question de savoir si 2 et 2 font 4. Il y a des choses qui relèvent des réalités concrètes et élémentaires. En même temps, ils sont en train d'assouplir leurs règles au fur et à mesure qu'ils s'approchent du pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a, comme le disait Marcus, il y a la conquête du pouvoir et il y a l'exercice du pouvoir. Le RN se rapprochant du pouvoir. Les dernières déclarations de Jordan Bardella sur les retraites, c'est on peut mettre 1 milliard de dépenses supplémentaires pour les métiers les plus pénibles et carrières longues, mais finalement, le retour à 62 ans, je crois qu'il est en train de disparaître. Oui, enfin même à 63, ça ne réglera pas l'équation. Donc, on a toujours quelques milliards de déficit. Voilà, donc cette équation, il faudra quand même la résoudre. Et donc globalement, il faudrait qu'à un moment donné, il y ait, s'ils accèdent ou s'ils ont l'ambition d'accéder au pouvoir, une cohérence économique globale. Et on en est loin. Et le spectacle qui est donné par cette loi de finances nous en écarte. On va le réécouter, Jordan Bardella. C'était chez notre confrère de LCI, Darius Rochebin. Et peut-être, Denis Père, vous allez lui expliquer ce qui est véritablement le capital productif. On l'écoute. Il est inacceptable et incompréhensible pour des millions de Français que l'immobilier, c'est-à-dire l'enracinement, le patrimoine matériel des Français, de leurs parents, d'eux-mêmes, de leurs enfants et de leurs petits-enfants, soit plus taxé dans notre pays que ce que j'appelle le patrimoine non productif, c'est-à-dire en l'occurrence des portefeuilles d'actions ou des portefeuilles financiers que vous pouvez avoir. Donc un portefeuille d'actions et de capital financier, c'est improductif, l'enracinement, l'immobilier, il faut les... est extrêmement habile en plus. Donc l'idée, c'est d'aligner effectivement la taxation de l'immobilier, des actions sur l'immobilier. On pourrait faire l'inverse. On pourrait dire, on arrête de surtaxer l'immobilier. On devrait faire l'inverse. On arrête de surtaxer l'immobilier et on ne taxe pas comme des malades, parce que ça sera le cas, en l'occurrence, les patrimoines financiers. Qu'est-ce qu'on va faire en faisant ça? On va encore une fois faire partie ceux qui contribuent le plus à l'enrichissement du pays et au financement du modèle social français. Quand on met dans un corner les gens les plus fortunés, ils s'en vont. On l'a appris. On a 50 ans de recul. Enfin, je veux dire, on a eu l'IGF, puis l'ISF. On a fait partir des gens à n'en plus finir. On a fini par comprendre. D'ailleurs, tous les pays d'Europe l'ont fait, d'ailleurs à des degrés moindres que nous, mais l'ont fait et tout le monde a arrêté parce que ça ne marche pas, parce que les gens s'en vont, parce que les gens n'acceptent pas des situations où on leur réclame des impôts sur des actifs qui ne rapportent rien ou pas grand-chose. Donc on va provoquer des départs. Donc on va avoir moins de rendement, donc on va avoir une base taxable qui sera inférieure, ça va coûter plus et on va se faire plaisir. Et donc ce qui est regrettable, effectivement, c'est que Jordan Bardella, qui est plutôt quelqu'un qui incarne cette aile plutôt libérale, effectivement, sur ce sujet-là, je trouve que c'est un petit peu... Moi, j'arrive à être encore surpris, enfin j'avoue que quand j'entends des choses pareilles, je tombe de ma chaise. Que l'on doit réexpliquer, d'ailleurs, pour ce qui est de l'économie, on doit réexpliquer, je pense, tous les jours. Mais s'il y a une fiscalité qui est plus avantageuse ou incitative pour que des investissements productifs se fassent, c'est que effectivement, lorsque l'on a un capital, on peut choisir de le garder pour soi ou on peut choisir de l'investir dans la création d'entreprises et dans le financement des entreprises. Et donc, effectivement, pour endiguer les moyens financiers et l'épargne vers des investissements productifs, il y a une fiscalité incitative. Et cette fiscalité incitative, elle est pointée du doigt par les parlementaires comme étant un cadeau fait aux riches. Et donc on veut la désinciter, donc finalement casser ces barèmes incitatifs pour revenir à ce qui va donc être des barèmes dissuasifs.
Et donc, on va effectivement On passe de l'attractivité à la punition. Dissuader la production et dissuader le travail. D'ailleurs, globalement, quand on veut dissuader quelque chose, on le taxe, et dans notre pays, on taxe le travail, on taxe la production et on taxe l'investissement. Donc on a le résultat que l'on voudrait, et en tous les cas qui est une équation logique, c'est qu'on organise nous-mêmes notre propre appauvrissement. Ça, je pense que c'est une pédagogie que nous sommes capables de faire. Il faut probablement qu'on la fasse également ailleurs que sur BFM Business, où probablement une grande part des auditeurs sont peut-être d'accord avec ce que nous disons. Marcus Kerber, et après on passe au budget de la Je ne vais Sécu. pas rentrer dans les détails de la proposition de M. Bardella, mais je dirais, son discours illustre tristement le déclin intellectuel d'une certaine partie de la classe politique française. Oui. Déclin qu'on trouve d'ailleurs également en Allemagne. Et le fait que l'opposition contre l'establishment, le combat pour moins d'immigration, que je comprends au fond, qui est légitime, s'articule par des personnages qui apparemment n'ont pas fait d'études et qui se réclament être tribun du peuple. Oui. Alors, M. Bardella a l'avantage d'avoir appris à parler, à servir, alimenter les débats, mais par ses propos, il révèle ses déficits en formation. Et ça, c'est triste, non seulement pour lui. Je rappelle qu'il est 15 à 20 points devant tous les autres candidats de la présidentielle. Même premier tour. Georges Marchais avait autour de lui quelques bons conseillers, d'une certaine formation. Voilà. Donc, nous constatons le même phénomène en Allemagne et dans l'extrême droite. Vous avez en France une extrême gauche avec M. Mélenchon, qui a un talent rhétorique bien plus développé que M. Bardella, mais la tentation, l'opposition par la social-démagogie, c'est le pire que peut arriver à nos démocraties. Les discours simplistes et démagogues. Et ça, c'est vraiment terrible que le débat, dans une phase quand même décisive, où on se demande est-ce que l'Europe industrielle est vouée et condamnée à la décadence, comme le disait dans un grand essai à l'époque Julien Freund. À ce moment-là, il faudrait des gens sérieux. Oui. Des gens sérieux. Alors, je n'approuvais pas beaucoup le programme de M. Mitterrand, mais il était entouré de gens sérieux, sauf M. Attali. Mais voilà, après Pierre Moscovici, boum. Aujourd'hui, on se demande qui va gouverner la France si jamais l'opposition arrive au pouvoir. La rhétorique et la démagogie sont des maladies infantiles de la démocratie. Maintenant, les discours rudimentaires passent mieux que les discours complexes. Et c'est vrai que la création de richesse passe par des cheminements qui sont compliqués, qu'il faut expliquer. Et puis surtout, la création de richesse, ça prend 5 ans, alors que voter un amendement, ça prend 5 minutes, et que le communiqué pour dire ça y est, j'ai gagné un amendement, c'est un communiqué sur lequel on fait du bruit, quand bien même, pour ce qui est de la taxe GAFAM, sur laquelle je pourrais être très sensible, parce que je considère qu'effectivement, les GAFAM s'enrichissent sans payer leur part légitime de contribution, mais telle qu'elle est conçue, c'est juste une taxe sur les utilisateurs des GAFAM, c'est-à-dire sur la totalité de nos PME. C'est une taxe qui paye. L'incidence fiscale fait que c'est toujours le consommateur qui paye au final. C'est le consommateur qui paye intégralement, c'est totalement indolore pour les GAFAM. C'est le démon de la gratuité de la démocratie. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur.